je vais peut-être pas trop parler sur le film, simplement je voudrais quand même remercier donc Catherine Quérier et Sylvie Prat du service cinéma du Centre Pompidou, grâce à qui cette projection a été possible. Et évidemment, donc, je remercie aussi les artistes Yervan Janikian et Angela Richilouki d'avoir accepté de montrer une partie de leur travail donc, dans ce contexte-là. Peut-être pas revenir, on aura peut-être l'occasion de revenir un peu sur leur méthode lors de la discussion tout à l'heure à l'issue des différentes rencontres. Et donc je vais inviter Martine Dorin à venir me rejoindre donc, pour nous présenter son travail. Pas de générique. Pardon, oui. Comme il n'y a pas de générique en fait sur les deux films, le rapport à la musique, à la composition musicale, c'est eux qui... Oui, alors c'est un choix, hein, c'est un choix de leur part, effectivement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a parfois leur été reproché. C'est peut-être une forme d'esthétisation, mais après, bon, on en discutera peut-être tout à l'heure. C'est une question de rythme, hein, parce que comme je le précisais juste avant la projection, donc c'est un retravail sur l'image. Hein. Les images ne sont pas prises telles quelles, et il y a un énorme travail de recadrage, donc c'est-à-dire de se focaliser sur des éléments qui ne sont pas forcément les éléments qui étaient les plus présents au moment de la prise de vue. C'est aussi indirectement une forme de focalisation sur je dirais un inconscient peut-être du regard de celui qui filme, et pas forcément en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'individu dans une société donnée, dans un espace donné, depuis un point de vue donné. Donc c'est revenir sur ce qu'on n'appelle pas ça comme ça, mais enfin ce qu'on pourrait appeler maintenant un regard situé, qui est celui-là en l'occurrence, c'était le journal fait par un homme. Donc, et ça a son importance aussi. Donc celui qui filme, et donc d'aller chercher ce que l'image capte, je dirais, malgré ou au-delà de celui ou celle qui les fabrique. Et avec donc cette commande musicale, mais ce qui n'est pas le cas dans tous leurs films. Il y a des films sur lesquels il n'y a pas du tout de musique. C'est vraiment un choix lié à la nature de l'attention, parce que c'est aussi un travail d'attention qu'ils mettent en œuvre sur ces images, donc à l'attention qui est requise de la part de nous qui sommes spectateurs, donc au présent de ces images retravaillées et refilmées, donc à travers ce qu'ils nomment leur caméra analytique. Voilà, donc merci Martine d'être là. Donc justement, on va enchaîner un peu sur cette région-là. À l'issue des présentations, donc si vous voulez prendre la parole, si vous voulez intervenir, évidemment, n'hésitez pas. Il y a un micro qui circulera dans la salle afin que chacun puisse entendre vos prises de parole. Donc Martine. À moi ? Par exemple. Parce que je connais un petit peu des gens qui sont là. Donc, je suis invitée pour cette rencontre parce que j'ai été moi-même invitée. Donc, ce sont des invitations qui se suivent par la compagnie Ex Nihilo que vous pourrez voir ce soir, où nous avons reçu cette commande il y a quelques mois déjà d'une pièce chorégraphique, d'une performance à l'origine, dont le thème ou le sujet a un petit peu varié au fil de la commande. En tant qu'artiste, j'ai toujours eu des commandes publiques et je trouve qu'une partie du travail de création se fait avec le commanditaire. Et je pense que quand il y a dialogue avec le commanditaire, c'est là qu'on arrive à déconstruire et reconstruire. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire ici. Vous le verrez pendant le spectacle. On est passé par plusieurs strates dont on peut retrouver les traces dans le spectacle même. Donc c'était d'abord construire, déconstruire, reconstruire, puis une indication sur le fait qu'on pouvait travailler avec les archives du MUSEM dans la collection du MUSEM, et puis plus tard comment ces représentations-là pouvaient se tisser avec la création contemporaine. Donc je pense qu'on peut voir un petit peu tout ça. Et dans le spectacle, vous verrez ce soir. Donc évidemment, ce sont des vastes sujets, puisque ce qu'on nous demandait de faire, c'était quand même de porter un regard critique ou pas sur la machine à voir occidentale. Cette machine à voir qui
qui est censé aussi convertir et qui a converti dans sa position dominante tous les regards à voir ce que nous voyons. Voilà. Voilà, et pour revenir sur un mot qui est peut-être pour être compris à contresens, tout à l'heure quand je parlais de voyage, effectivement il ne s'agit pas du tout de faire du tourisme ni de l'exotisme, c'est voyage justement qui est une espèce de contre-voyage qui renvoie justement à cet espace occidental et ces occidentaux qui ont voyagé, et pour diverses raisons, colonisé, à écraser parfois, enfin avec tout ce qu'on connaît de l'histoire coloniale récente européenne, principalement européenne, pas que, mais principalement européenne. Donc cette espèce de voyage, c'est aussi une espèce de retour. Donc l'objet de la commande, c'était ça aussi. C'était ça aussi. Donc du coup, j'ai un petit peu perdu le fil. Oui, alors si Ex Nihilo m'a invité, c'est parce que ça fait très longtemps que les archives sont dans mon travail. Disons que je pense trouver, et j'en trouve, de la force dans les documents et dans les archives pour le travail de création. Donc c'est sur ça, avec ça que je travaille, pas forcément, on peut ne pas les voir après dans les travaux une fois terminés, mais enfin ils sont là pour construire un socle sur lequel je peux ensuite proposer des formes contemporaines. Alors ces formes-là, ça peut être du film, en ce moment c'est les livres, je crois que je suis devenue éditrice en fait, sans trop savoir. Et je voulais commencer là cette petite réflexion sur les archives. D'abord, mon premier projet de création quand j'étais jeune, ça a été de proposer, ça a été refusé hein, bien sûr, dans le cadre d'un 1%, de la création d'un fonds d'archives. J'avais eu une commande pour une sorte de 1%, je pense que tout le monde connaît ça, quand il y a un bâtiment, une restauration, les artistes ont un budget, des artistes peuvent travailler avec un budget de 1% du montant de la commande. Et on m'avait donné à l'époque, on nous avait donné avec quelqu'un avec qui j'ai longtemps travaillé, qui s'appelle Dalila Majoub, un territoire à Marseille qui est Plandaou. Plandaou, une des 3 grandes cités des quartiers nord. Et on avait proposé la création, comme forme, la création d'un fonds d'archives qui aurait croisé 3 matières différentes. Une qui m'intéresse énormément, qui est celle du pouvoir, la littérature grise, notamment là, en l'occurrence, celle qui définissait le programme de démolition de l'habitat populaire, des logements populaires. Deuxième fragment de ce fonds d'archives qu'on aurait constitué pendant une période donnée, on s'était donné 1 an, c'était les représentations médiatiques des démolitions qui avaient commencé. C'était bien avant l'ANRU, c'était à la fin des années 90, au moment des grands plans de démolition qui se mettaient en route. Et puis un 3e fonds qui est celui que je cherche toujours, qui est le contrepoint, on va dire le contre-champ des histoires singulières face à l'histoire monumentale, comme dirait Nietzsche, ou institutionnelle. Voilà, on n'a pas fait cette histoire-là, mais ce rapport-là à la création d'un fonds ou à la découverte d'un fonds ou le travail avec des archives, c'est quelque chose qui va tramer toutes mes créations dont je ne vais pas vous parler. Mais bref, ou un chemin quand même particulier qui est celui que j'ai la chance d'avoir en Palestine. Et je voulais juste... On parlait du voyage, alors là j'ai travaillé sur des images avec de gens qui ne voyagent pas vraiment, qui sont les pères dominicains de l'école biblique et archéologique de Jérusalem, qui sont donc arrivés à la fin 19e et qui, pour étudier la Bible dans son environnement géographique, historique, épigraphique, enfin il y a absolument tout, et les pères photographiaient la Palestine avant Israël. C'est devenu un fond extrêmement politique, évidemment, puisqu'on y voit des champs d'oliviers, on y voit des villes, on y voit une vie sur ce territoire. Et j'ai pu utiliser certaines de ces images dans le compagnonnage que je mène avec une conservatrice du patrimoine et historienne de l'art sur l'histoire des quartiers nord de Marseille. Alors ça fait comme un grand saut, je veux dire, des quartiers nord de Marseille à la Palestine. Christine Breton, pardon, qui a longtemps été directrice de musée, qui mène une histoire à rebrousse-poil, une histoire qui brosse pas les choses dans le sens du poil, comme dirait Walter Benjamin. Donc elle écrit l'histoire de Marseille à partir de ces quartiers nord. Et dans ces quartiers nord, il y a un rapport... comme elle le dit, la perspective est palestinienne. Les premiers des établissements de moines ont été fondés dans les quartiers nord au ravin de la Viste, pour ceux qui connaissent, par des moines palestiniens qui sont donc devenus
On va le voir par exemple de Béthanie ici. Et on est allé, Christine et moi, marcher dans les pas des moines palestiniens qui étaient venus au 1er siècle fonder des établissements d'ermites dans nos quartiers nord. Donc on a repris cette histoire en la construisant à partir de lieux précis en Palestine qu'on est allé retrouver, à la fois au travers des archives des pères dominicains. Voilà à peu près à quoi ressemblait un établissement. Je vous fais un petit voyage quand même, je crois. Un établissement de moines, on voit un père dominicain au fin fond d'une petite grotte. Donc dans nos quartiers nord, à la Viste, il y a beaucoup de grottes qui ont été occupées par des moines. Et on verra après arriver Marie-Madeleine, Cassien, que vous devez connaître aussi, puisqu'il y a un arrêt de bus à son nom et que c'est le nom de la capitainerie aussi. Donc on a aussi cherché dans l'oralité des récits populaires toujours en cours dans des fêtes religieuses dans les quartiers nord ou dans les noms des lieux dans notre ville. Je vous montre après ce qu'on en a fait de tout ça. Donc voilà ce très beau fond de cette Palestine sans colonie, parce que la colonisation et le colonialisme, c'est pas exactement fini. On est en face d'une colonisation en passe de réussir. On connaît la décision de comment s'appelle-t-il, de Trump sur Jérusalem, largement appuyé par beaucoup de pays arabes d'ailleurs. Et voilà, il me semblait important de dire que sur les questions du colonialisme, c'est pas fini, c'est encore quelque chose qui nous travaille, et celle-ci va aboutir en ce sens où la terre de Palestine a été retirée de dessous les pieds des Palestiniens. Les pères ont donc des fonds photographiques d'une splendeur absolue, comme ces premiers autochromes là, que vous voyez, les premières plaques photographiques avec de la patate, de la pomme de terre en fait. La fécule de pomme de terre écrasée. Donc, tout début du siècle, enfin du XXe. Donc ces fameux pères, sachant très bien ce qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire un fonds devenu d'abord scientifique, devenu totalement politique et dérangeant, c'est bien la force des archives, je crois, et des documents de ce territoire sans rien, ont toujours un drone dirigeable au-dessus, à peu près toujours, un drone dirigeable israélien au-dessus de l'école biblique. Et les pères me disaient que tôt ou tard, il y aurait forcément une petite bombe qui tomberait là-dessus. Ce qui les a amenés à numériser la presque totalité du fond. Il y a 5000 plaques de verre, il y a à peu près 16 000 négatifs. Et ces numérisations sont sur plusieurs serveurs dans le monde. Et je pense qu'avec ça, les pères peuvent se balader dans le monde avec toutes ces images en sachant qu'ils vont les trouver un peu partout dans les réseaux des églises, ou je ne sais pas trop comment ça marche pour eux. Et voilà, il me semblait très important de dire ça, que ces images, on les a aussi réutilisées dans le cadre de la réécriture de cette histoire, de l'invention d'une histoire des quartiers nord à Marseille, au travers d'une petite série de livres. Donc, Imagine un désert, c'est une petite collection patrimoniale où Christine Breton, conservatrice du patrimoine et historienne, se permet le luxe de la fiction. Je vous invite à les découvrir parce que c'est une façon aussi de retrouver de la liberté et de recréer, de refonder des récits communs dans cette partie de la ville, avec nous tous. Je remonte un tout petit peu dans le temps, c'est que ce boulot en Palestine, j'avais aussi la chance, et ça a été très important pour moi, d'y travailler il y a plus longtemps encore, juste après le processus de paix d'Oslo. Donc ça, c'était plutôt 2011, vous connaissez l'image. Mais que et c'est un autre fonds d'archives, c'est qu'avec Dalila, on avait gardé toujours tout ce qui concernait la représentation des Palestiniens dans les médias français. Et quand on est allé travailler la première fois en 98, on a amené ce fonds-là qui était assez conséquent de toutes les représentations des Palestiniens dans nos médias, parce que les Palestiniens nous disaient toujours que ça ne se peut pas ce qui se passe là-bas, et que si on ne réagissait pas, nous, Européens, à la colonisation, c'est parce qu'on ne savait pas. Je pense qu'on sait tout, en fait, depuis très longtemps. Donc, quand je suis allée travailler là-bas, la première fois, j'avais ça en tête, moi, la paix était signée. Et quand j'arrive là-bas, c'est plutôt ça. C'est que les ordres militaires sont un corpus aussi qui a un petit peu disparu, qui couvre la totalité du champ de la vie des Palestiniens. C'est vraiment un fonds qui est conservé dans des associations palestiniennes, plutôt
assez facilement accessible. Et parallèlement, moi, j'ai constitué un espèce de fond bizarre d'objets sécuritaires que j'ai continué après aussi. La naissance des petits... ce qui est devenu le mur était déjà en puissance là, à ce moment-là. Donc constituer un fonds d'archives des objets sécuritaires israéliens me semblait assez important, puisqu'on est à peu près tous maintenant dans notre monde avec des blocs de béton à tous les coins de rue. Je trouve que ça, un jour, j'en ferai quelque chose, je pense, d'un inventaire. Enfin, c'est pas un inventaire parce que l'imagination est infinie pour ces objets-là, mais une série, en tout cas. Voilà. Donc, en gros, j'ai travaillé, je l'espère, dialectiquement entre ces deux moments. Je vous parle très vite du projet, mais c'est la façon aussi d'utiliser ces images-là pour contourner. Pour essayer de retrouver de la liberté, de passer au travers et du poids des ordres militaires et du poids de l'histoire. Et avec des Palestiniens, bien sûr, on est resté un petit moment là-bas. On a conçu une intervention dans l'espace public. C'était aussi une commande avec le consulat général de France à Jérusalem. Et on a conçu une série de tickets de bus qu'on a fabriqué avec tout un tas de gens, de réponses aux ordres militaires israéliens. Le premier, l'image bleue que je vous ai montrée, tous les ordres militaires israéliens donnent des interdictions évidemment, et tous les Palestiniens passent leur temps à inventer, et ils en sont contraints bien sûr à ça, à trouver des réponses dans la vie, des réponses vivantes de contournement aux ordres militaires. Le projet en question, c'était une série de tickets de bus qui remplaçait les vrais tickets de bus de, à l'époque, la seule compagnie de transport palestinienne qui avait le droit de franchir le checkpoint d'Ar-Ram. Donc c'est un objet tout petit qui porte des expériences palestiniennes de résistance à la colonisation, bien sûr, notamment, et au vol de la terre, et qui se retrouvait dans les poches des Palestiniens au moment du checkpoint, puisque le checkpoint, bien sûr, c'est les Israéliens qui contrôlent les papiers. C'était le seul papier non contrôlé par les Israéliens. Donc ouais, c'est un jeu en permanence entre inventer, contourner, et nous, en tant qu'artistes aussi, se mettre à l'endroit exact pour nous, qui était d'être avec les Palestiniens dans le bus et de passer avec eux et de toujours trouver des histoires à se raconter, des histoires vers la vie, quoi. Chaque ticket a été fait avec quelqu'un. Donc, par exemple, vous voyez sur le premier à gauche, c'est évidemment une réponse à un ordre militaire qui dit que non, il n'y aura pas de droit au retour. Le tout petit point que vous voyez là-bas sur l'image de gauche, on reconnaît la Palestine. Le petit point doit faire à peu près 1 millimètre sur le ticket de bus. Et c'est celui qui a fait le plus gros débat dans la compagnie de bus, parce que c'est celui qui demande, c'est le signe du FPLP, qui demande le retour des Palestiniens sur leur terre. Donc on a eu là un dialogue très fort sur ce que sont les images et la puissance des signes. En dessous, c'était le fonds d'archives d'un institut de restauration du patrimoine qui nous a passé à chaque fois un immeuble ou une maison traditionnelle palestinienne dans l'état d'abandon dans lequel c'était, et restauré ensuite, qu'il donnait à l'usage à des Palestiniens pour qu'ils y vivent, pour que les villes ne soient pas désertées, pour que les maisons ne soient pas abandonnées. Donc on avait là aussi des archives avec lesquelles on pouvait à nouveau raconter des histoires. Voilà ce petit travail. Les tickets ont été mis en circulation dans le bus et franchissaient avec nous et les Palestiniens le checkpoint. C'est un peu mon usage des documents aussi, c'est que voilà, tourner vers la vie, on a beaucoup ri. Avec tout ça, on rirait plus du tout aujourd'hui parce que les bus ne franchissent plus du tout les checkpoints, c'est fini. Ça s'arrête et le territoire est définitivement fermé. Alors là, c'est un autre travail sur l'archive dont vous pouvez voir aussi des fragments dans l'installation qui restera sur place après le travail de Ex Nihilo. Alors ça, c'est... de toute façon, vous pouvez le lire, Marseille ou tout fini. C'est une série d'articles que mon ami Dalila avait retrouvé dans un journal qui s'appelle Détective en 1951, dont Détective, on voit ce que c'est devenu. Mais à l'époque, 50-55, il y avait un immense travail qui était fait sur le passage et l'arrivée des travailleurs, essentiellement algériens bien sûr, mais aussi marocains, tunisiens, à Marseille. Et je pense que vous pouvez reconnaître le ministère du Travail, là, ici, qui se trouve très exactement au pied du MUSEM.
aujourd'hui. Donc c'était un baraquement en bois. C'est à peu près la seule image qu'on a vraiment trouvée, quoi. On n'en a pas trouvé. Bon, elle doit exister hein, quelque part. Il doit y en avoir d'autres. Mais voilà, tous les gars à l'époque qui étaient français, hein, pour ce qui concerne les Algériens, arrivaient là, se faisaient enregistrer et partaient travailler. Voilà. Donc c'est tout à fait le genre de document. Voilà, ce sont des trouvailles, on les trouve par hasard, mais ils nourrissent énormément le travail. Invité un peu plus tard par le MUSEM, j'ai fait aussi un film avec cette histoire d'aller-retour entre les documents, le passage des gens, le lieu muséal. Quel est ce musée, quoi, dans lequel nous parlons aujourd'hui. Donc le boulot d'enquête est absolument formidable. Hein. On n'y croit pas au début quand on lit détective, mais oui, c'est assez surprenant. C'est très surprenant. Voilà, mais c'est vraiment passionnant. Et il y avait la rubrique après du bled, du douar au foyer ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment intéressant, quoi. Avec un vrai souci social. Enfin, je vous le conseille. Il est en repro là-bas, de l'autre côté. Ce travail-là est arrivé pour une commande aussi où j'étais à Belzins. Je m'occupais d'un lieu d'art contemporain qui s'appelle La Compagnie. Et on avait eu des sous pour une bourse de la direction de l'architecture et du patrimoine pour une œuvre d'art pour le quartier Belzins. Et on s'était intéressé, toujours avec Dalila, à quelque chose que faisait la mairie de Marseille, qui était de construire un foyer pour travailleurs, ou pas travailleurs d'ailleurs. Sonacotra, vous devez connaître, Société nationale de construction pour les travailleurs algériens. C'était le bras armé de l'État dans ces années-là, créé en 1956 pour loger les travailleurs algériens au début, et puis bien sûr maghrébins, Maroc, Tunisie, d'où qu'ils viennent. Et on trouvait très étonnant que notre maire, Jean-Claude Gaudin, accepte l'installation d'un foyer tel que celui-là, en plein centre-ville, alors qu'il tenait parallèlement le discours de la réhabilitation, il faut changer la population, etc. etc. Bref, c'est toujours dans cette articulation et ce doute qu'on a que j'arrive à travailler, en fait. Donc on a réussi au final à installer une œuvre qu'on va restaurer, hein, qui est un petit peu abîmée. Elle a été installée en 2007. Et sur le tout dernier foyer Sonacotra, dernier modèle, nous avons installé des portes de chambre du premier foyer construit en France, c'était à Argenteuil, qu'on a ramené comme une petite balise archéologique. Je reprends les mots d'une amie artiste, qu'on a une petite archéologie qu'on a enfouie sous le seuil, visible, sous le seuil du premier foyer construit en France. Le tout dernier modèle avec four à micro-ondes et Internet, mais qui garde le principe même du foyer, c'est-à-dire que jamais les gens à l'intérieur d'un foyer ne seront des locataires. Ils payent une redevance, comme la télé, donc ils ne sont pas chez eux. Donc c'est aussi un endroit qui permet le contrôle maintenant des gens pauvres. Il n'y a plus de travailleurs algériens. Et c'est un petit peu un travail qui est critique, mais qui a une forme sculpturale. Donc l'archive et le document, pour moi, peuvent s'utiliser dans le récit, écrit ou filmique, ou dans des formes aussi qui relèvent de l'intervention ou de la sculpture. Voilà un petit peu comment je travaille. Et puis, voilà. Et dans le cas présent, ce qui est important aussi, c'est le lieu d'existence des choses. Mais on verra ça aussi tout à l'heure. C'est complètement notamment l'exposition Dakar 66 aussi. C'est la question du déplacement et à quel endroit les choses sont faites et sont remontrées ou montrées. Voilà. Et puis je vais peut-être pas parler en plus, mais quand même, après, j'ai continué à chercher les traces du passage des travailleurs. Et c'est là que, totalement par hasard, mais vraiment là, c'est de la chance complètement, il y a un photographe de quartier à Belzins qui se trouvait, dont le studio se trouvait très exactement au milieu entre la gare maritime et la gare Saint-Charles, oui. Donc sur le passage. Hein. Préciser peut-être parce que certaines personnes verront ce que l'on dit ailleurs et ne connaissent pas forcément la ville. Belzins, c'est le centre-ville de Marseille et c'est le lieu où historiquement de très nombreuses populations des immigrés ont été fixées dans cet espace-là et qui a une histoire très ancienne dans ce quartier-là et qui dure encore.
Voilà. Et donc ce photographe, moi, ce qui m'a était en train de fermer sa boutique, de jeter. Et puis comme je passais par là pour aller chercher, j'aime bien les bricoles photographiques, pour aller lui acheter quelques bricoles du style faire des stéréos, des machins comme ça. Et puis je lui dis, mais je peux regarder dans ce que tu jettes, etc. Et là, dans les boîtes dont à peu près la moitié déjà était partie à la poubelle, il y avait des plans films, 5000 plans films, donc faits à la chambre photographique, des travailleurs justement qui soit habitaient Belzins, soit habitaient en foyer Sonacotra, soit ne faisaient que passer, et qui ça m'a énormément touchée parce que c'était là le contre-champ justement que j'aime beaucoup. Le photographe n'intervenait pas dans la prise de vue, c'était vraiment les gars ou les ouvriers ou d'autres, on verra par la suite, qui se faisaient photographier pour envoyer des nouvelles à leur famille. Ils se faisaient photographier donc avec un petit peu, bon c'est un peu cheap, hein, mais la prise de vue, mais enfin c'était quand même une très belle chambre photographique que le photographe pouvait transformer pour faire des photographies d'identité aussi. Donc il y a toute une série qui est de la photographie d'identité. Et là c'était un monsieur, bon moi c'est anonyme, hein, c'est un fond pauvre, on n'a pas les noms des gens. Mais par exemple, ce monsieur-là, je le trouve tellement beau. Et il venait, on a tout de suite discuté. Et ce monsieur-là venait avec les photographies de sa famille et faisait poser les photographies dans le bouquet de fleurs. Là, vous pouvez le voir. On le reverra après. Ou parfois, il collait les photographies sur son costume. C'était très beau. Et beaucoup de ces travailleurs venaient se faire photographier pour raconter. Certains ne savaient pas, enfin beaucoup, ne savaient pas écrire, dire qu'un contrat avait été signé, c'est le cas de cette photographie. Envoyer des nouvelles à la famille, donc mise en scène, mais presque rien, choix des gestes ou du décor par les. Voilà. Il me dit, j'intervenais pas, c'était leur affaire, il n'avait pas envie, c'est un Arménien, hein, dont le père était arrivé après les problèmes en Arménie. Voilà, donc voyant ces images-là, déjà très abîmées, parce que c'était des photos que le photographe lui-même envoyait à la famille au bled. Donc, par contre, on a un petit carnet avec des adresses à Alger et un peu partout, où il envoyait lui-même les photographies là-bas, et ça servait à ça avait cette fonction. Bon, il avait conservé les négatifs parce que tout photographe conserve ses négatifs, et j'ai tout de suite appelé Moi, je suis pas historienne, j'ai aucune compétence, donc j'ai appelé les gens en mesure de restaurer ces images déjà, si elles les trouvaient intéressantes. Et là, les archives de Marseille ont répondu très vite, ont fait très vite un entretien avec le photographe, parce que bon, il avait jeté tous ces registres qui nous auraient permis de retrouver les gens et de raconter un petit peu l'histoire de toutes ces photographies. Voilà, donc on voit les gens vieillir, on voit les gens se marier, on voit les gens dire leur métier. Tout ça évidemment sans un mot. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, donc de ces images, évidemment, je ne peux pas. Je vous les montre parce que pour moi, c'est plus facile la projection, mais je m'en suis jamais servi dans un boulot plastique. J'arrive pas à utiliser. Pour ça m'intéresse énormément les travaux d'avant. J'arrive pas à faire quelque chose avec ces images. J'en ferai sans doute rien. À mon avis, les images sont bien là où elles sont maintenant, aux archives municipales. Et j'ai continué après. Les archives avaient acheté seulement la moitié des 5000 plans films. Et j'ai un petit peu continué après à chercher d'autres musées qui pourraient les conserver. Et au final, la Cité nationale de l'immigration a acheté les 2500 plans films restants, ainsi que la chambre photographique, qui est quand même une merveille de bricole, et puis tous ces petits trucs qui servaient à faire de la lumière derrière, etc. Donc voilà, on ne sait pas plus qui sont ces gens-là aujourd'hui. Si un jour on les reconnaît, ça sera assez chouette aussi, quoi. Donc voilà, ça c'était une autre relation avec des images. Et comment un corpus qui n'est pas encore de l'archive devient un fonds d'archive, effectivement, parce que vous le choisissez, vous le voyez, et comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant pour eux? Donc à un moment donné, c'est aussi comment l'institution s'approprie ou pas un ensemble qui devient un ensemble archivé.
d'archives. Là, a priori, il semblait que c'était sans doute intéressant. Après, moi, je le trouve humainement intéressant. Scientifiquement, je ne sais pas. On peut dater approximativement. On voit que le photographe écrit en arménien que ça a été envoyé, donc on peut retrouver des choses. Voilà. Après, je continuerai aussi à chercher pendant les années qui suivent des documents plus administratifs comme les registres des foyers Sonacotra, qui sont des objets très très intéressants parce qu'évidemment on voit les Algériens être français en 56 et puis français musulmans pendant la guerre d'Algérie et puis algériens après. On voit arriver en 1981 le premier français. Les foyers Sonacotra sont quand même le minimum. C'est 9 mètres carrés dans le meilleur des cas, en général plutôt 4 mètres carrés 50. Plus maintenant, ça a été restauré. Mais c'est c'est quand on n'a rien qu'on est en foyer. Donc on voit arriver comme ça les premières femmes, les premiers Français, etc. Et il y a une chercheuse qui a fait un énorme travail sur ce registre-là, qui n'était pas du tout conservé par les gens de la Sonacotra. Ça ne les intéresse pas, en fait. Ça, plus, alors qu'on y lit une histoire du peuple, une histoire des travailleurs, tout simplement. Voilà. J'ai aussi fait un petit truc avec ça, un peu problématique maintenant pour moi. Je voulais juste terminer cette présentation de comment ça se trame. Vous verrez une partie de ces documents dans le travail qui a nourri la réflexion sur la création de la pièce de Ex Nihilo. Dans ce rapport-là aux archives, à l'expérience des autres, en fait. Notre expérience d'artistes et de chercheurs et à celle de ceux avec qui on travaille de l'autre côté de la Méditerranée ou ici. Et puis je voulais juste terminer par une autre façon de... Alors là, c'est pas de l'archive et c'est pas du document. C'est une œuvre. Je travaille aussi avec des cinéastes dans un collectif qui s'appelle Film Flamme. Et on a eu l'occasion, il y a quelques années de ça, d'avoir là aussi comme une trouvaille et une découverte magnifique. Une jeune fille arrive, qui est cinéaste elle-même, et qui retrouve lors du déménagement de son père des boîtes de films. Et puis elle dit, j'aimerais bien voir ce que mon père a fait pendant sa jeunesse. Et on recolle la pellicule tout abîmée, et on regarde le film, et c'est un éblouissement. C'est un éblouissement, c'est un film extrêmement poétique, tourné en 69, mais t'en parles mieux que moi, 69-70, entre Marseille et Tunis, et qui n'est pas documentaire, mais qui l'est aussi, et qui... Ouais, c'est une œuvre, c'est une création, elle est puissante, elle est poétique. C'est un gars qui a été aidé au départ par des militants, dont Chris Marker. On lui a prêté la caméra pour tourner depuis la Tunisie. Et une fois que son film a été fait, on lui a simplement répondu non, ce n'est pas assez politique. Parce qu'il ne regarde pas les travailleurs ou les étrangers ou les Algériens d'une façon littéralement politique, au sens de défendons leurs droits, oulala, quel scandale. Non, il vit, il est lui-même tunisien, ce cinéaste. Il arrive ici, dans le J4, il filme le passage du J4. Oui, le J4, c'est là où on se trouve, là où se trouve actuellement le musée, le Mucem. Voilà, on l'appelle le J4 parce qu'il y avait le J4, qui était donc un des bâtiments du port, dans lequel il y avait la police aux frontières. Donc on trouve ce film qui est une écriture puissante, une narration extrêmement puissante, de la subjectivité folle de quelqu'un qui quitte la Tunisie, je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, mais ça, c'est un travail qui a été très long. Comment restaurer quelque chose qui est une simple copie de travail, donc surexposé, sous-ex, rayé, abîmé, recollé, coupé. C'est la seule chose qui nous restait de ce film, de cette création-là, ignorée en son temps. Donc restauration, on a été soutenu par la région, par pas mal je ne sais plus qui d'autre. J'ai fait un bouquin dessus, c'est sans doute parce que j'oublie tout. Et ce film, après, 40 ans plus tard, ressort sur les écrans. Et dans l'histoire du cinéma, en tout cas, c'est quelque chose qui fait jonction. T'en parlerais aussi, je pense, beaucoup mieux que moi. Continue. Qui fait jonction. Il y a de la fiction qui arrive, il y a de la fiction qui peut arriver ailleurs que depuis chez nous. J'ai toujours en tête la phrase de Godard qui dit le documentaire, c'est pour les Palestiniens et la fiction, c'est pour les Israéliens. Ben non, enfin, évidemment...
Mais la fiction pouvait venir aussi à un moment des pays colonisés ou anciennement colonisés, sauf que, y compris les militants, il faut quand même le dire à un moment donné, y compris les militants les plus engagés qui soient, ont fermé les possibilités d'existence, de création. C'est-à-dire que le regard venu, pas de nous, ne pouvait pas être recevable à l'époque où ce film a été fait, n'a pas été reçu. Voilà, il l'est 40 ans plus tard, c'est déjà ça. Voilà, je voudrais juste terminer par cet extrait. Peut-être effectivement souligner sur cette question du chaînon manquant, c'est que ce film il est intéressant dans la mesure où il produit un regard de l'extérieur vers Marseille, alors que, c'est-à-dire vers la France, et donc de ceux qui sont installés en France et qui viennent de loin, alors que, comme on a pu le voir dans les films précédents et dans des pans entiers du cinéma, le regard est orienté dans l'autre sens, enfin, orienté dans tous les sens d'ailleurs du terme orienté, avec tout ce que ça veut dire, l'Orient, etc. Et effectivement, ce film-là, donc, non pas est un effet de miroir, mais un effet de regard inversé d'une certaine façon. Oui, c'est un regard non assigné. C'est un regard que la machine à voir occidentale n'a pas assigné. Elle lui a pas dit tu dois regarder ça. C'est un regard complètement dérangeant, complètement pas nous, quoi. Et ça, c'est assez fabuleux. Voilà, juste ce film-là, si vous avez l'occasion, voyez-le. J'espère qu'un jour on le montrera parce que c'est le seul, enfin moi j'en connais pas d'autres, moment filmé de ce passage-là de la frontière sur le lieu même du MUSEM. Alors on pourrait faire quelque chose ici. On a quand même le ministère du Travail. On avait sous ce MUSEM-là, on avait le J4 et le passage des travailleurs. Enfin, il y a vraiment une histoire. Moi, c'est quand je suis ici, je ne peux pas ne pas penser à tous les Algériens qui sont passés par là et tous les travailleurs. Voilà, une histoire du peuple. Une histoire de, oui, donc un retournement. Donc le titre du film, donc c'est Lettre, la prison de Marc Sialom. Oui, j'ai pas dit son nom, Marc Sialom. Et d'ailleurs, quelques années après, il y a un autre film qui sera pas du tout fait à Marseille, mais sur cette question de retour de regard, c'est Perfume Nightmare d'un cinéaste qui vient des Philippines, qui s'appelait Kidlat Taimik, justement, qui c'est le regard opposé. On vient en Europe, en France notamment, et comment on regarde ça avec énormément d'ironie. Ce qui n'est pas le cas du film de Marc Sialom, l'ironie n'est pas du tout là, mais c'est comment aussi on retourne les choses. Voilà, donc on va regarder l'extrait. هيك مرسي كبيرة كبيرة يا فرنسا كاين بزاف البوبر Le 13 août 1970. Mon frère Ahmed. Marseille est là. J'ai oublié tout. Ici, je ne connais pas. Je leur ai blagué. Je leur ai dit, je vais chercher du travail dans le bâtiment à Paris. Sur le bateau, il y en avait qui s'arrêtent ici. Ils sont arrivés. Ils vont tous pour le travail et ils pensent que je suis comme eux.
J'ai fait semblant de tout. Je leur ai dit que tout va bien et je vais te voir aussi. J'ai pensé beaucoup à toi, je n'ai rien dit. Les copains voulaient comprendre. Ils avaient rigolé avec moi pour me dire au revoir. Dans les yeux, j'ai regardé un ou deux pour voir. J'ai regardé bien. Mais ils ne savent pas, et t'en fais pas, il y a le secret. Pourtant, un, il me regardait tordu. Il n'avait pas parlé de toi. Tu n'es pas le même. Je ne veux pas te voir trop vite. Je sais que tu as changé et j'ai réfléchi pourquoi. Je ne connais pas Paris. Je ne le connais pas du tout. Je ne connais rien. Cette fois, c'est la première fois que je fais une lettre pour quelqu'un. Pour toute ma vie. J'avais l'adresse du cousin ici à Marseille pour lui demander de toi. Mon père me l'a donné en main. Ils m'ont dit de m'arrêter un soir à Marseille pour ça. Mais à quoi ça sert? D'abord je lui parle, et puis je prends le train, et je ne vois rien. Toute la ville de Marseille, c'est pour m'en aller. Voilà, merci beaucoup Martine Derain pour Merci à cette vous. présentation. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle, dont la première a eu lieu hier soir, donc qui va être rejoué ce soir à 20h30. Donc vous aurez peut-être aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir donc, le fond photographique qui est évoqué tout à l'heure, parce qu'il est présent d'une certaine façon. Puis il me semble aussi que certaines images du film ont pu inspirer quelques moments chorégraphiés qui sont dans le spectacle donc, auquel vous avez collaboré avec la compagnie Ex Nihilo. Merci beaucoup. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la discussion. Donc maintenant, donc, je précise pour peut-être les personnes qui n'étaient pas là en tout début d'après-midi, donc Nadine Sigert qui est invitée, qui devait venir et qui suite à un problème de vol n'a pas pu être là avec nous cet après-midi. Néanmoins, en toute urgence, elle a eu la gentillesse de nous faire quelque chose qui va nous amener quand même à ces questions-là. Donc, ce qui veut dire qu'elle nous a envoyé un PowerPoint qui va être animé par Elisabeth Sestor et a enregistré donc le commentaire de ce PowerPoint qui vous sera traduit en direct par Véronique Bourgois-Charling qui est en cabine, que je remercie de se prêter à ce jeu comme ça, sans filet. Alors, très rapidement, donc, elle va présenter son travail et ce qui justifie, ce qui explique, c'est un peu son invitation sur ces questions-là. Alors, ça peut sembler un peu éloigné de, je dirais, du champ géographique qui est celui du MUSEM, donc c'est-à-dire l'Europe et la Méditerranée, a priori, parce que le musée, donc Iwalewa House, qui est à Bayreuth, donc a été fondé au départ à partir d'un fonds qui, avec des objets collectionnés
par des collectionneurs privés donc, qui ont amené à la création de ce musée donc, qui proviennent du Nigeria. Donc ça peut paraître un petit peu lointain, mais finalement, si on y réfléchit un peu, évidemment ça vient du Nigeria, en même temps ça aboutit, non pas par hasard, mais ça aboutit dans un pays donc, en Allemagne, pays qui a une histoire coloniale assez longue et complexe, qui est peut-être un peu ignorée en France, mais qui a une longue histoire coloniale et qui est peut-être aussi un des lieux en Europe, avec le Royaume-Uni, qui a été assez initiateur justement de cette façon de revisiter l'espace colonial à travers ses propres collections d'objets d'art ou d'objets anthropologiques. Et le travail de Nadine Siegert, donc, mais elle va en parler, s'attache aussi à la fois à réactiver ces collections et aussi à donner un espace à un art africain, alors avec tout ce qu'on peut mettre comme guillemets autour de cet adjectif, donc un art africain contemporain. Pour non pas compléter, mais donner encore une information supplémentaire concernant Nadine Siegert, elle a notamment dirigé un ouvrage qui est paru il y a 2 ans aux presses universitaires de Rennes, donc qui s'appelle Archives Remix, avec comme sous-titre Vue d'Afrique. Donc vous voyez, donc on est toujours sur ces questions-là, comment on prend les archives, on les remixe, qu'est-ce que c'est remixer, de réinstaurer finalement un certain type de relation, d'instaurer aussi de nouveaux regards, de nouvelles significations. Et ce qui est évoqué tout à l'heure aussi par Martine Dorin, c'est qu'un des archives, c'est pas un en soi qui existerait, c'est aussi quelque chose qui se fabrique, c'est aussi des corpus qui se constituent, qui se reconstituent et qui se revisitent en permanence, et c'est un petit peu tout l'objet. Voilà. Et notamment donc aussi un programme qui a été mené avec des chercheurs et des artistes. Et je rebondis aussi sur ce que disait Martine Dorin tout à l'heure, c'est aussi prendre des méthodes d'historiens sans forcément l'être, ou en tout cas pour arriver à trouver des objets, s'en emparer différemment. Donc il y a aussi ce lien entre les artistes et les chercheurs et comment ces choses-là peuvent se croiser. Et donc ce projet qui s'intitulait Mashup the Archive. Voilà, donc je laisse la place à Nadine Siegert, que je remercie encore d'avoir fait ça en toute urgence ce matin, en fin de matinée. Je m'appelle Nadine Siegert et malheureusement, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à cause d'Air France. Mais je suis contente de pouvoir vous présenter cette intervention sous forme vidéo et je vous souhaite de l'apprécier. J'ai intitulé mon intervention « Dépoussiérer en dansant ». Dans cette présentation, je réfléchis sur le rôle de la recherche artistique pour les collections d'Oliwala House, un musée d'art africain contemporain et moderne dépendant de l'université de Bayreuth. Je pose la question de savoir si la recherche artistique peut aller plus loin que de simplement revisiter et rejouer les objets pour plutôt intervenir et interférer avec ce que j'appelle la grammaire de la logique archivale afin de présenter un nouveau langage archival. En particulier, je mets l'accent sur 2 projets d'exposition, Mashup en 2015 et Exodus Station 2 en 2017. Souligner le désordre plutôt que de rechercher une recomposition harmonique, pour citer Béatrice Ferrara, qui a participé au projet Mashup, c'est l'une des motivations clés de notre travail dans notre institut Iwalewa House. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là. Iwalewa House est un espace d'exposition et un musée qui fait partie de l'université de Bayreuth, au sud-est de l'Allemagne. Cette institution détient une collection d'œuvres d'art moderne qui reflètent les modernistes africains, une période qui va du début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 70. L'institution a été créée en 1981 par le défunt Udi Bayer dans le cadre de la mission Africa Focus de l'université de Bayreuth. Bayer était un conservateur allemand, un mécène, un collectionneur et un critique littéraire. Il avait grandi en Poméranie, une région allemande, puis ensuite en Palestine, puisqu'il avait un père juif. Dans le début des années 50, il était allé à Londres pour étudier la phonétique, puis
qui avait répondu à une annonce d'emploi de l'université de Ibadan au Nigeria, où il s'est installé. Il a créé Iwalewa House à Bayreuth en 1981 sur la base de sa collection privée, avec l'objectif d'introduire les cultures et arts non européens auprès du public allemand. Contrairement à d'autres musées en Allemagne qui présentent des objets d'art africains, les objets et collections n'avaient pas été prélevés par force ou obtenus dans des circonstances douteuses lors de l'époque coloniale. Néanmoins, et c'est important à nos yeux, il y a un grand nombre de problématiques entourant la pratique des institutions européennes qui collectent des œuvres d'art africain modernes et contemporaines. Et l'un de ces problèmes est la relation de mécénat entre les collectionneurs et les artistes. Ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui qui peut avoir accès à ces collections et qui peut produire un savoir sur la base de ce matériel. Dans le cas de l'Iwalewa House, cela provient largement, mais pas exclusivement, des universitaires européens. Dans les années 1980, l'Iwalewa House était la seule institution européenne qui se définissait clairement en fonction d'une approche non ethnographique en se concentrant sur l'approche moderne et contemporaine. Néanmoins, la relation entre le public et les artistes africains était fortement influencée par Bayer. Il avait également un rôle de traducteur culturel en utilisant des cercles artistiques les plus proches autour de lui. Il considérait que le modernisme africain avait une visibilité qui était influencée et limitée par sa perspective subjective, une certaine forme d'autrification des artistes africains. Pour un public provincial allemand, l'Institut Iwalewa House et les artistes invités avaient une consonance, un charisme largement exotique. Dans les années 80, Bayer est arrivé à Bayreuth et il a été remarqué comme un grand connaisseur de l'art et la culture nigérienne. L'exposition Neue Kunst in Afrika, Nouvel Art en Afrique, présageait de la future ouverture de l'Iwalewa House. Il a d'ailleurs ouvert l'Iwalewa House l'année suivante. Il s'est installé à Bayreuth avec sa famille. L'Iwalewa House a été modelé d'après le modèle d'Empari Club qui avait été fondé en Nigeria dans les années 60 à Oshogbo et à Ibadan. C'était des espaces où différentes formes d'art étaient en interaction. On ne voulait pas créer un musée, mais plutôt un espace de rencontre et d'échange. Aujourd'hui, on dirait sûrement une zone de contact qui combinait musée, galeries, archives musicales et résidences artistiques. On peut supposer que Bayer se considérait lui-même comme un médiateur et non pas un conservateur. Ce rôle qui couvre des approches conceptuelles autour de l'exposition d'œuvres artistiques et la création d'une méta-narration qui était absente lors des premières années de l'existence de l'institution. Dans ce contexte, des questions sont posées quant au rôle et à la légitimité d'une telle collection dans les pays du Nord. Comment une collection allemande d'art africain moderne et contemporain peut être interrogée et ouverte pour une création d'exposition non eurocentrique et sans tomber dans le piège de reproduire la narration dominante de l'art africain qui sont souvent présentés dans des contextes occidentaux. Les collections privées mettent souvent l'accent sur la biographie du collectionneur. Comment peuvent-elles être présentées selon une perspective différente qui permet une plus grande autonomie de l'œuvre ainsi qu'une investigation critique de sa dimension esthétique. À cette fin, il est éclairant d'examiner les premières approches de conservation de Bayer. Cela permet de comprendre comment les œuvres étaient présentées
à un public largement non éclairé. Il est devenu très clair avec les projets les plus récents, notamment Mash Up the Archives and Exodus Station 2, qu'on pouvait mettre l'accent sur les collections et que le public était préoccupé par la forme légitime de représentation des œuvres. Il semble en particulier que les visiteurs de musées initiés, les habitués, capables de comparer l'approche de Bayer et de la comparer aux approches actuelles, étaient convaincus que Bayer représentait les œuvres de la bonne manière. Cette médiation entre l'artiste ou l'œuvre et le public était appréciée, l'approche auto-réfléchissante était parfois critiquée comme étant branchée à l'époque. Avec ces projets, l'accent placé par les Waterhouse pour la présentation était déplacé. Ce n'était plus seulement une perspective centrée sur l'artiste, avec l'expression artistique présentée par le truchement du conservateur, mais ça devenait plutôt une présentation autocritique des objets dans leur histoire. Cette approche n'impose pas une vérité muséale, mais plutôt une multiplicité, un plurisémantisme qui reconnaît l'incomplétude et la subjectivité du savoir institutionnel dans la collection. Mash Up the Archive faisait partie d'une approche plus vaste de l'institution visant à avoir un regard critique sur l'appropriation, la possession des œuvres d'art venant d'ailleurs. En 2013, Iwala House avait invité Sam Hopkins pour un projet de recherche de 2 ans sur les collections et archives qui avait finalement débouché sur une exposition en 2015. Après que Bayer ait quitté l'institution, la collection est entrée dans un état d'hibernation puisque la stratégie de l'institution était dirigée vers des expositions sur des thématiques culturelles ou historiques. Et quand Hopkins est arrivé, les collections avaient néanmoins été augmentées, couvrant une variété de différents objets qui reflétaient clairement les perspectives académiques, mais permettaient de comprendre l'art et les pratiques des différents directeurs qui s'étaient succédés dans l'institution après Bayer dans les années 90 et 2000. Outre les œuvres d'art modernistes et contemporaines, l'institution avait accumulé de larges collections de musées, de cassettes VHS Nollywood des années 90 ou une vaste collection de diapos de chameaux ayant appartenu à l'ethnographe allemand Gerd Spiegler, pour ne citer que quelques exemples. L'idée fondamentale de Mash Up the Archive était une intervention du conservateur dans la collection. Le conservateur et l'artiste, souvent basé sur le continent africain, examine la collection motivée par la curiosité de l'histoire de l'institution. L'idée de changer le cap dans l'Iwalewa House a été mise en avant. Il s'agissait de trouver de nouvelles voies, de trouver des liens avec les artistes, les stratégies de recherche sur les artistes, les approches du savoir. Mash-up est devenu une méthode centrale, une métaphore même dans ce processus. C'est un terme qui vient de la culture numérique et qui est souvent utilisé pour décrire une combinaison d'éléments disparates venant de différentes sources, habituellement musique, logiciel ou images en mouvement, afin de créer une nouvelle entité. Ça s'est traduit par l'idée de recombiner des éléments de la collection, de relier les objets différemment, de perturber le lien entre les objets et l'index sémantique objectifié qui définit le sens par le truchement de
d'autorisation. Ainsi, il s'agissait de produire de nouvelles archives. Cela est devenu le point central d'une réflexion critique puisqu'il est devenu clair que la base utilisée pour l'indexage des œuvres d'art est limitée dans son approche eurocentrique. Cela ne permet pas l'inclusion de toute perspective artistique qui va bien au-delà de la simple logique muséologique des musées occidentaux. Finalement, 10 artistes en résidence sur 2 ans ont fourni une nouvelle fenêtre d'accès sur la collection. Cependant, le travail qui en est ressorti révélait beaucoup de profondeur, de nouvelles perspectives et des dimensions, une nouvelle dimension pour les archives qui autrement seraient restées invisibles. Quel type de nouveau savoir a été introduit ainsi et comment les artistes ont-ils utilisé leur pouvoir pour redéfinir la logique de collection et comment ont-ils noué les liens entre les archives et les objets de la collection. Quel était l'objectif de l'intervention archivale? Voici quelques exemples de projets mis au point par divers artistes qui révèlent une diversité d'approches. Il montre également que les artistes avaient une certaine marge d'autonomie et que le conservateur s'est délibérément mis en retrait du processus afin de permettre les explorations artistiques individuelles. Depuis les filages obsessionnels jusqu'à les animations surjouées ou les visuels hypnagogiques, la collection est devenue un lieu de multiples combinaisons et souvent elle permettait l'exploration de nouvelles lectures. Les artistes exploraient des idées de gardiennage ou d'histoire oubliée, d'autres réimaginaient les objets ou les agents en redéfinissant leur rôle et leur relation avec l'écosystème de la collection. La préoccupation avec cet aspect narratif, c'est peut-être a été le mieux présenté par les artistes Kevo Stero et Otieno Combat, qui venaient du collectif Masai Bdili, basé à Nairobi. Ces artistes sont arrivés et commencé à remettre en question les approches des archives et ils ont interrogé les clichés prévalents. Stero a extrait des clichés d'anciens films ethnographiques, il les a peints, puis les a réimportés dans un film pour fabriquer des sortes de peintures animées. Gomba a photographié des masques qu'il a collés sur du polystyrène, puis les a coupés et les a peints pour créer ce qu'on peut appeler des masques contemporains constitués de plaques recouvertes de kanga, un tissu est-africain, sur lequel il a monté des reliefs. En faisant ça, il a délivré le masque de sa fonction rituelle et aussi de sa fonction archivale dans une collection d'art. La vidéo Aerobics Made in Africa montre Gomba dansant avec un masque Senufo Proforo de la Côte d'Ivoire sur la tête, tout en portant sur les mains des gants blancs d'archiviste. Il dépoussière en dansant, littéralement. Il transforme donc un objet rituel en œuvre d'art contemporaine en remettant en question l'imagination stéréotypée qui entoure l'artiste africain et rejetant les clichés avec beaucoup d'ironie. Le gant blanc illustre le protectionnisme du conservateur ou de l'archiviste. Et nous voyons que en portant son masque et en dansant avec, il réactive l'objet dans une forme délibérément erronée. C'est ainsi qu'il crée une nouvelle possibilité, un nouveau sens pour un objet de musée qui était mort. La résidence s'est faite dans le contexte d'une institution. Nous voyons là des objets entourés de papier de soie. C'est une pratique qui a fait l'objet ultérieurement d'une vidéo avec l'artiste qui commente cela en représentant métaphoriquement la logique archivale. Cela déclenche une série poétique et montre une intervention irrévérentielle dans les collections qui peut être comme un acte de vénération visant à
à réactiver et revitaliser les objets de rituel. Deliojas, photographe angolin, a trouvé une méthode similaire pour transformer des matériaux existants, les transformer en quelque chose de nouveau. Il décrit l'archive comme étant une boîte secrète avec des vieilles images, différentes strates qui racontent des histoires. Il a une technique singulière de photographie analogique et numérique qui pose une série de questions sur la représentation, la vérité et la mémoire, toutes ces questions entourant sa pratique. Il utilise des archives qui reflètent les traces d'un passé colonial, souvent trouvées dans des archives personnelles ou sur les marchés aux puces. Durant sa résidence Mashup, Jas a travaillé sur des photographies noires et blancs provenant du fonds Uli Bayer. Il les a retravaillées. Il a déconstruit la vérité sémantique de l'original et a ajouté plusieurs strates d'un nouveau sens en construisant une nouvelle perspective subjective. Il a combiné des images qui étaient sémantiquement sans lien les unes aux autres pour poser de nouvelles questions et permettre de nouvelles combinaisons narratives. Il est particulièrement intéressant de relever la production de deux DJ et musiciens, les Metabeats de Batida et la musique dance de DJ Raf. Il s'agit là de travailler avec ce qu'on peut appeler l'esthétique de la musique. Cette dernière artiste travaille étroitement avec des enregistrements faits sur le terrain au Burkina Faso et il les remodifie. Ainsi, cette musique traditionnelle, ces danses traditionnelles sont transformées en une nouvelle musique enracinée dans le maintenant. Batida, par contraste, interroge l'espace physique de l'archive et la matérialité de l'objet en explorant des manières contemporaines d'archiver avec des interactions littérales. L'artiste nigérien Uche Ozorka a développé peut-être l'approche la plus radicale, mettant l'accent sur l'archive comme métastructure. Dans ce travail, Full and Empty, il évoque l'invisibilité des archives. Il a rempli plus d'une centaine de bocaux vides en verre avec des fils d'archives. Il s'agissait de livres de Lee Waterhouse, de catalogues d'expositions ou cartes postales. Ainsi, il a posé la question de savoir si la collection physique devrait être transformée en quelque chose de plus abordable, tel que des pots en verre qui présentent un bien de consommation. Dans le projet Exodus Station 2, organisé par le conservateur de Paris Marc Tagekou, présente des artistes contemporains qui travaillent sur la base des collections de musées. L'artiste Raphaël Denis ainsi que Tatiana Macedo ont élaboré une vue critique et interprétative des collections. Les installations vidéo montrent de nouveaux cadres conceptuels des archives en considérant la nature de telle ou telle archive. Une collection de photographies de Uli Bayer a été utilisée comme point de départ. Tatiana Macedo, dans son travail Mixed Feelings, une composition pour orchestre de chambre, nous rapproche du travail de Elio Oiticica et Neville d'Almeida, Cosmococa 5 Hendrix War. Il s'agit d'une pièce novatrice montrée en 1973 et qui présente des diapos à 360 degrés. Non seulement dans son aspect formel, mais aussi sur le plan conceptuel, le travail de Tatiana Macedo encourage le public à absorber une multiplicité de sources et à faire partie de ce processus d'assimilation dans son installation. Elle tente de montrer l'énergie spécifique que ces courants musicaux ont disséminée dans leur époque. Dans son travail de préparation, Macedo a réuni différents matériaux, y compris en provenance des archives Uli Bayer.
Elle a présenté son approche personnelle et une cartographie vidéo lors de sa résidence. En présentant non seulement les documents en tant que tels, mais également les bâtiments dans lesquels ils sont stockés et leur location dans la Wagner Opera House. Raphaël Dennis, avec son installation Random Memories, qui est en elle-même une archive, se base sur l'idée de la fissure de tout inventaire, le matériel qui ressort de l'archive et le contenu qu'on trouve quand on ne cherche rien de particulier. En fait, ces interstices d'informations historiques classées génèrent une réflexion créative avec une nouvelle compréhension, une réécriture de l'histoire en fonction de principes contemporains. Un saut dans la pluralité de cet univers inconnu de documents peut être fascinant, mais en même temps déconcertant. Une sélection d'images présentées numériquement, avec des images présentées au hasard, dans un flux continu. C'est ce que l'on trouve dans l'installation de boîte noire de Dennis. Cela montre l'incompréhensibilité de tout document et l'expérience vécue qui est derrière. Cela apparaît à la surface de la projection. Cela reste extraordinaire, peut-être exotique, mais c'est toujours en transformation, avec un refus d'attribution d'identité. Dans tous ces projets, les narrations interprétatives dominantes du conservateur et de l'institution sont perturbées. Uli Bayer était encore un médiateur entre l'œuvre et la collection et l'audience, mais l'approche plus récente de Mashup et Exodus Station 2 a ouvert les possibilités d'autres lectures créatives des objets présentés. Il y a une approche émotionnelle et sensuelle des matériaux de la collection. La narrative joue là différents rôles afin de contrer les compréhensions établies, réécrire l'histoire ou nuancer les informations scientifiques des archives ou compléter l'épistémologie habituelle. Il n'y a pas de refus en bloc de traduire les archives. Au lieu du rôle dominant de Bayer tel qu'il travaillait dans les années 80, dans les projets d'exposition, ce sont les artistes eux-mêmes qui sont les médiateurs de leur propre perspective. Que ce soit un sens en distorsion ou imaginatif, les artistes eux-mêmes font passer leurs idées. Par ces projets, ils montrent eux-mêmes la logique derrière les stratégies de collection. Ils questionnent la légitimité des institutions collectionneuses. Les stratégies artistiques de l'ironie sont ironiques et irrévérencieuses. On pourrait même dire que Mashup et Exodus Station vont au-delà de l'intention muséale et représentent une véritable sensibilité des pratiques artistiques ou aspiration à la sensibilité. Une sensibilité vers un objet d'archive, un compromis. Les objets sont présentés dans un système erroné et tout à la fois on reconnaît et ignore ce système. On navigue discursivement et conceptuellement, mais également d'une façon sensible et sensuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous pourrez continuer à l'écouter. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Au revoir. Voilà, donc merci. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué, mais la matière, ça aurait été dommage de louper cette matière assez riche avec les différents gestes des artistes que nous a montré et analysé Nadine Siegert dans un exercice difficile de faire ça à distance avec des images fixes
et avec son propre commentaire, mais il me semblait important d'avoir ce matériau-là pour cet après-midi et pour tout ce dont il est question dans cet échange. Donc on va continuer ce moment avec Sarah Frious-Salgas, qui est bien là avec nous et que je remercie d'être là. Donc Sarah Frious-Salgas, que je disais tout à l'heure, donc vous travaillez au musée du Quai Branly. Donc c'est un autre musée d'ethnologie, mais sur d'autres territoires. Et donc vous êtes à la bibliothèque, et donc vous avez un travail aussi particulier par rapport à ces fonds, donc avec un certain nombre d'expositions que vous avez faites, et notamment donc j'évoquais tout à l'heure Dakar 66, et il y a Présence africaine aussi, et avec un sous-titre. Alors c'est une tribune, un mouvement et un réseau. Voilà, donc c'est aussi ce qui nous indique ces mouvements-là. Donc merci encore d'être là. Donc je vous laisse donc présenter votre travail à partir d'archives, donc d'ouvrages et donc en l'occurrence de revues. Bonjour. Donc en fait je travaille à la médiathèque du musée du Quai Branly et je suis donc plus spécifiquement archiviste. Voilà. Plus que bibliothécaire, même si je m'intéresse plutôt aux fonds qui sont conservés à la bibliothèque. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différentes expositions que j'ai eu l'occasion de présenter au musée du Quai Branly, qui, comme vous savez, donc, est une grosse institution, voilà, un peu un poids lourd à Paris, avec tout ce que ça signifie, symbolique, avec des collections d'art africain, océanien, américain et asiatique très anciennes et qui sont rentrées dans nos collections dans un contexte particulier, dans les collections françaises. Et par ailleurs, je voulais vous préciser que moi, initialement, avant de travailler au musée, je suis historienne de l'Afrique et des Caraïbes. Et quand on est historien, on est évidemment confronté avec de ces régions-là aux caricatures qu'on a pu entendre, l'Afrique n'a pas d'histoire, etc. Donc quand on se questionne sur la manière dont les gens, dont les concernés ont réagi par rapport à ces caricatures qu'on a pu poser sur leur propre histoire. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à Présence africaine. Donc d'abord, il me paraissait important de proposer au musée donc là je parle plus de l'Afrique. Donc on présente des œuvres, des sculptures, des statues, mais aussi donc de proposer au public la manière dont une histoire intellectuelle des pays qui nous intéressent. Donc et Présence africaine, donc, qui est une maison d'édition qui est créée à Paris en 1947 par un Sénégalais, Alioune Diop, me semblait être vraiment une synthèse tout à fait intéressante, un premier acte intéressant à présenter au musée. Et j'étais assez surprise que le musée accepte, parce qu'en gros, c'était... voilà, je suis allée les voir, je leur ai dit, voilà, je voudrais faire une exposition sur un mouvement intellectuel et littéraire. Alors, c'était après comment j'allais faire, je ne savais pas trop. Et c'était donc une exposition à partir d'ouvrages, de photographies, d'archives. Et j'étais plutôt surprise que le musée accepte. Donc, et je pense que c'était important que le musée se positionne avec un tel projet, parce que c'était proposer un discours des Africains, des Antillais et des Africains américains, un discours panafricain, voilà, qui fait partie de l'histoire de l'Afrique et de choses que le musée devait, à mon avis, évoquer. Et excusez-moi, c'est un petit peu confus, mais je pense que c'est s'inscrire dans toutes ces questions qui se posent depuis 10 ans maintenant en France sur les questions postcoloniales. Et c'était montrer que les questions postcoloniales contemporaines, en fait, étaient beaucoup plus anciennes et que ce que les chercheurs, les questions que se posaient les gens à cette époque-là, en fait, les intellectuels africains, antillais et africains-américains s'étaient posés depuis les années 50 et que c'était un petit peu, il y avait une sorte d'amnésie sur cette histoire-là et ça me paraissait important que le musée, que notre institution rappelle cette histoire parce que voilà, c'est l'aspect, l'idée c'est c'était de présenter une histoire intellectuelle dans une institution qui présente des objets culturels.
Donc je ne sais pas si c'est très clair. Si, mais peut-être... donc je peux vous montrer quelques justement, images. Sous quelle forme ça s'est fait? Voilà, comment alors vous avez après la question de comment mettre... donc quand on s'interroge sur une histoire... Donc là, je suis partie d'une histoire intellectuelle qui date des années 50. Alors pour vous préciser que Présence africaine, c'est l'éditeur de Césaire, de Depestre, d'Édouard Glissant, de Léon Gontran-Damas, enfin voilà, qui sont des personnes aujourd'hui qui sont voilà, dans une espèce de... panthéon intellectuel national, international. Et tout ça va quand même apparaître chez Présence africaine. Donc c'est vraiment une maison d'édition tout à fait historique et qui, par ailleurs, je fais un tout petit résumé, a organisé en 1956 le premier congrès des artistes et écrivains noirs qui a eu lieu à Paris, un second à Rome en 59, et après les indépendances, le premier festival des arts nègres de Dakar en 66, sur laquelle j'ai fait aussi une exposition il y a 2 ans. Donc comment faire pour parler voilà, d'une histoire intellectuelle? Donc l'idée pour aussi l'aspect historique, c'est toujours s'interroger sur une généalogie. Voilà, l'idée de généalogie est pour moi assez importante et indispensable à chaque fois. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on oublie souvent, une généalogie qui est souvent comme ça un peu oubliée. Et avant de commencer à travailler, à présenter l'histoire de Présence, je me suis intéressée au début du XXe siècle et justement à cette prise de parole qui a été très importante dès le début du XXe siècle, aux États-Unis, mais aussi en France. Donc là, et vous pouvez voir, c'était l'idée dans mes expositions, il y a plusieurs choses que j'utilise pour parler d'histoire intellectuelle. Donc c'est les citations, énormément, la chronologie. Et j'hésite pas à faire j'ai pas le culte de l'original, je vous avoue. Moi, j'ai pas envie de faire des reprints d'archives directes au même format qu'une archive. L'idée, c'est qu'on voit que c'est une reproduction. Et donc ici, vous pouvez voir, par exemple, le manuscrit d'un cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Vous avez le portrait d'une femme, Paulette Nardal. C'est un peu l'idée de faire, qui avait une revue qui s'appelait la Revue du Monde Noir, une revue très, très importante dans les années 30. C'était aussi parler de la négritude. Comment on parle de mouvement intellectuel et littéraire. Donc là, il y avait la négritude, la Harlem Renaissance. Ici, vous pouvez voir avec Zora Neale Hurston et Claude McKay, qu'on connaît à Marseille. Et Zora Neale Hurston, qui était une grande poétesse et anthropologue africaine-américaine, qui est restée longtemps dans l'oubli parce que je repense à l'histoire du film de tout à l'heure qu'on considérait pas comme assez politique à l'époque. Et elle aussi, les intellectuels militants des années 30 considéraient que son travail n'était pas assez politique parce qu'elle elle avait écrit des romans en parlant avec l'argot du Sud. Elle était anthropologue, elle avait écrit tas de romans sur Harlem, mais c'était juste des récits de vie et qui n'étaient pas assez politiques pour les militants de l'époque. Donc il y a des journaux. Ici, la négro-anthologie de Nancy Cunard, sur laquelle j'ai fait une exposition. Donc là, pour vous parler un peu de l'aspect scénographique, l'idée pour moi, c'était de présenter donc, des ouvrages ou des archives, non pas à la verticale, mais d'en sélectionner peu et de les présenter à l'horizontale. En frontalité. Vraiment en frontalité c'était de donner un autre statut au livre et à la photo documentaire, là, parce que les 2 photos que vous voyez là, c'est des photos collées, etc. C'était pas considéré comme des photos patrimoniales, disons. Donc, jouer sur énormément de citations, et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de toutes les expos que j'ai pu faire, que la citation, le texte, était tout à fait apprécié par les visiteurs. En fait, ils ne sont pas impressionnés. Et je suis contente parce que le musée, à chaque fois, m'a laissé complètement carte blanche. Je pense qu'au début, ils se disent on va lui laisser faire son petit truc. Et après, je peux vraiment faire ce que je veux. Par exemple, mettre de la poésie. L'autre chose dans l'exposition Présence africaine qui était très important pour moi, c'était l'idée il y avait une chronologie dans toute l'exposition. Parce que c'était...
je pense que c'est toujours important quand on parle, quand on s'intéresse à un sujet tel que celui-là, de ne pas le présenter comme quelque chose qui est seul et complètement isolé dans un champ culturel ou littéraire. Et pour moi, c'était vraiment nécessaire, avec cette chronologie littéraire et politique, que Présence africaine s'inscrivait dans quelque chose de plus global, qu'ils n'étaient pas seuls non plus, qu'il y avait par exemple en France d'autres éditeurs qui avaient pris en charge dans les années 50 l'édition d'auteurs africains entiers ou africains-américains. Par exemple, c'est Pierre Naville aux éditions Gallimard qui publie pour la première fois le texte de C.L.R. James, Les Jacobins noirs. C'est toujours montrer un contrepoint aussi, voilà, d'un discours, voilà, un contexte global. Là, vous voyez aussi, il y avait un interview d'Édouard Glissant, donc, qui a vraiment participé à l'aventure Présence africaine. Donc voilà un petit peu des portraits ou des choses comme ça, et à chaque fois c'est vraiment peu de documents, mais à chaque fois très précis. Par exemple, dans cette exposition, j'avais vu les statues meurtres aussi, que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, de Chris Marker, a été produit par Présence africaine. C'était aussi un petit peu surprendre un visiteur qui pense connaître une histoire du cinéma, une histoire de Chris Marker, son grand film anticolonialiste, Irénée, évidemment, pardon, qui affine quand même ses limites, mais qui était une commande de Présence africaine. Donc c'est un petit peu resituer Présence. Donc là, ici, c'était sur les grands congrès, et qui aujourd'hui aussi, c'est toujours intéressant dans ce type d'exposition pour moi, quand à la fois donc là, vous voyez, cette affiche a été réalisée par Picasso. Voilà, qui était, vous voyez ici l'affiche du premier congrès des artistes et écrivains noirs. Et là, par exemple, dans cette section, j'avais également mis plusieurs archives de l'époque sonore, et des extraits du journal Le Monde, des archives parisiennes, où déjà à l'époque, on savait que c'était un événement important. Je précise ça parce que systématiquement, on pense aussi que c'est des choses qui étaient invisible à l'époque, et l'idée c'est aussi de montrer qu'il y a eu une visibilité à un instant T, et de sortir et de pas être dans une position misérabiliste sur aussi cette prise de parole des intellectuels. Donc ça, c'était pour cette section, la section consacrée au congrès. On pouvait entendre les voix des gens aussi, l'idée de l'archive de la voix, d'entendre Édouard Glissant en 59, Édouard Glissant qu'on associait peu à l'histoire de Présence africaine. La voix de Césaire, c'est au cours de ce congrès qu'il dit laisser entrer les Africains dans l'histoire. Enfin, il y a et d'entendre la voix de tous ces gens évidemment donne quelque chose de plus vivant. Et quand on travaille aussi sur ces questions-là, moi j'ai l'angoisse de l'anecdotique. Et là, par exemple, on voit pas très bien, mais il y a un portrait très connu de ce congrès de 56. Chaque nom était bien signalé sous la photo. Et aussi, l'idée pour moi, c'est qu'il n'y ait pas que des noms, mais aussi le titre des interventions de chacune des personnes. C'est pas de dire il y a eu un congrès en 56, c'est formidable, ils se sont réunis. C'est de savoir qui a fait quoi et tout ça est systématiquement sur les murs, était dans l'exposition. La résolution des congrès, pas de rendre anecdotique ce genre d'événements qui sont aujourd'hui considérés comme historiques. C'est très souvent cité maintenant, mais après on donne jamais beaucoup de détails. Donc voilà. Et là, la dernière partie était consacrée au premier festival des Arts Nègres de Dakar. Donc vous voyez, c'était des vitrines assez petites. C'était très l'idée dans les données scénographiques que j'avais dans les discussions que j'avais pu avoir avec les scénographes, c'était vraiment d'avoir cette idée d'échange et entre l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et les Antilles. C'est pour ça qu'il y avait eu des choses très graphiques comme ça qu'elle m'avait proposées. Et ce qui a été important pour moi, donc, c'est que cette exposition donc, a pu aller à Dakar, donc, qui était le pays d'où venait le fondateur de Présence africaine, au cœur du campus de l'université de Cheikh Anta Diop, et a été donc présentée avec des gros moyens. Donc c'était pas une exposition comme ça qu'on avait envoyée rapidement avec des repros ou des choses comme ça. Donc c'était au cœur du campus. Il y a eu énormément de visiteurs étudiants. Et donc là, vous avez quelques images comme ça de cette exposition avec des boîtes. On avait vraiment réaménagé tout l'espace. Là, c'est les collègues de l'université avec qui j'ai travaillé. Il y a eu un énorme travail de
de médiation. Voilà. Et l'exposition a changé. Ce que vous me disiez, c'est que c'est à la fois la même et pas la même. Parce que... Elle était beaucoup mieux à Dakar, enfin à mes yeux. Et mais c'était parce qu'il y avait plus d'espace. En fait, bon, au musée du Quai Branly, on me donne la parole, mais j'ai pas toujours des très grands espaces, ce qui c'est pas très grave. Mais là, à Dakar, c'était vraiment et surtout, ce qui était formidable, c'est qu'il y a eu la dame en blanc, Mariétou Diop, et la directrice de la bibliothèque, il y a eu vraiment tout un travail pédagogique avec les étudiants, un concours autour de l'exposition. Et puis les étudiants, là, vous voyez squatter dans l'exposition, comme c'est une bibliothèque. Ils n'ont pas beaucoup de lieux pour travailler. C'était aussi un lieu... L'exposition a été investie comme un lieu à la fois de travail, de recherche. Enfin, c'était tout à fait intéressant. Donc là, vous voyez, il y avait des affiches dans la ville à Dakar, un concours sur l'exposition. Et également un grand colloque organisé à l'occasion de l'exposition. Donc c'était aussi une histoire culturelle qui est à mes yeux aussi une histoire culturelle française, mais aussi évidemment africaine, et qui revenait à Dakar dans un contexte très particulier, qui était non pas l'Institut français ou autre chose, mais le cœur du campus, là où ça fait sens, et dans une bibliothèque. Donc ça, c'était une des premières choses. L'autre exposition que j'ai réalisée, alors là aussi, je ne sais pas pourquoi le musée a accepté, j'étais plutôt très heureuse. Donc c'était une exposition sur un livre, la Negro Anthology de Nancy Cunard. Et là, l'enjeu, c'était toujours de m'intéresser à cette question panafricaine, au dialogue, à la manière dont les intellectuels africains-américains et antillais se sont mobilisés dans le contexte colonial. Et là, il y avait deux enjeux dans cette exposition. C'était de déconstruire une vision machiste qu'on avait sur Nancy Cunard, qui était pour moi une grande militante et qui était considérée juste comme la compagne d'Aragon. Donc c'est une photo de Man Ray très, très connue, et juste comme quelqu'un qui était fasciné de manière juste fasciné par les Noirs comme objet de désir. Et on ne pouvait pas imaginer que ça a été une femme, une militante très engagée. Et donc, elle a réalisé cette anthologie entre 31 et 34, qui est un volume de 800 pages, qui rassemble des textes anticolonialistes, antiracistes. Et là, ce qui était tout à fait intéressant, c'est que là, elle a donné, dans cet ouvrage, la parole aux dominés, où les 3/4 des auteurs sont africains-américains, antillais et africains. C'est une espèce d'objet très étonnant, avec des extraits de journaux, des photos qu'elle commente, des partitions musicales. Enfin, c'est vraiment un objet tout à fait étonnant et qui est peu connu, qu'on a dans nos collections au musée du Quai Branly, mais qui a été assez peu diffusé. Et surtout, une grande partie a été détruite un grand nombre d'ouvrages ont été détruits pendant la guerre. Donc c'est un ouvrage qui a assez peu circulé, donc que peu de gens connaissent, et qui pourtant est assez étonnant. Elle était très liée donc aux gens de la Harlem Renaissance, mais surtout aux militants communistes africains-américains des années 30. Et elle donne, il y a Zora Neale Hurston qu'on a vu tout à l'heure, il y a Langston Hughes, enfin tous les grands intellectuels de l'époque, mais aussi des militants moins connus, des militants communistes. Et c'est un objet assez étonnant. Et là aussi, donc, comme vous avez compris, l'idée de l'anecdotique me fait un peu peur. Donc là, c'était une première section où elle a été quand même le modèle de grands photographes, une grande collectionneuse de bracelets. Et elle a été éditrice. C'est elle qui a édité pour la première fois Beckett, par exemple, dans les années 20, avec sa maison d'édition Our Press. Et elle était aussi la compagne de ce monsieur qu'on voit là, Henry Croder, avec qui elle va être éditrice. En fait, elle va fonder sa maison d'édition avec Aragon, ils vont se séparer, et Croder va être éditeur avec elle. Et par exemple, et c'est surtout dans son histoire avec Croder qu'on se disait qu'elle était fascinée par les Noirs, etc. Ils ont surtout une expérience intellectuelle commune et culturelle avec cette maison d'édition. Et par exemple, Croder était devenue très proche d'intellectuels de l'avant-garde anglaise, et elle avait commandé à Croder une partition musicale à partir de poèmes de Beckett qu'on voit ici et d'autres. Et dans l'exposition, la chose que le musée a acceptée,
C'était les 3/4 de l'exposition, c'était le sommaire de l'anthologie, parce que là aussi, j'avais pas envie d'être anecdotique et de dire voilà, cette anthologie est formidable parce que des Noirs, des Africains-Américains ont écrit dedans. Et donc il y avait le sommaire et en face les biographies de chacun des auteurs qui faisaient face au sommaire. Et là, vous voyez, c'était un grand mur avec que des bios et un sommaire. Et là aussi, ça a vraiment les visiteurs ont été. J'allais régulièrement dans l'exposition. Et pour eux, je pense que ça faisait sens de faire ressortir, voilà, des visages qu'on n'associait pas à une telle histoire, et surtout des inconnus, quoi, de la prise de parole d'inconnus sur leur situation de dominés. Donc là aussi, je ne sais pas, quand le musée a accepté voilà, je suis plutôt ravie. Et après, donc là, j'ai joué. Là, vous voyez au fond un groupe de jeunes gens. Donc là, c'est une affaire qui était très connue dans les années 30. C'était l'affaire des Scottsboro Boys, que Sartre a repris dans La Putain respectueux. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage qui sort après-guerre, qui raconte l'histoire d'une prostituée qui a dénoncé, en fait, qui raconte qu'elle a raconté n'importe quoi, qu'un noir l'avait violée pour pouvoir... Enfin bref, il y a toute une histoire. Et c'est tiré d'un fait divers des années 30 qui a vraiment marqué les esprits. C'est 9 noirs donc, de Scottsboro qui ont été accusés de viol de 2 femmes blanches. Et à partir de là, en fait, plusieurs mouvements, les communistes et les gens qui défendaient la cause des Noirs aux États-Unis, mais qui n'étaient pas communistes, la NNACP, ont pris cette histoire pour dénoncer la violence raciale aux États-Unis. Et c'est devenu, comme il y a eu l'affaire Dreyfus, et il y a l'affaire des Scottsboro Boys, a été une histoire internationale. Et elle l'évoque énormément dans cette anthologie. Donc l'idée, c'était d'évoquer les choses avec une reproduction, que les gens soient confrontés. Donc voilà... un autre type d'histoire qu'on raconte au Quai Branly aussi, voilà, et qui fait partie d'une histoire panafricaine et de discours qui existaient dès les années 30, d'une prise de parole qu'une femme a donnée et a mis en place. Avec ce texte qui, je suis très heureuse, il y a un reprint qui sort là dans 2 mois, avec un éditeur qui a réussi à trouver de l'argent, difficilement, mais voilà. Ensuite, une autre exposition, donc là encore, c'était une autre forme, donc, qui est une exposition donc, Dakar 66, chronique d'un festival panafricain. Donc là, que j'ai réalisé avec deux commissaires, 2 autres personnes, Dominique Malaquet et Cédric Vincent. Donc Dominique Malaquet qui a réalisé la publication. Africa Remix avec Nadine Siegert. Exactement, le Archive Remix. Et alors là, c'est Dominique Malaquet et Cédric Vincent, eux aussi constituent... une archive sur 3 grands festivals panafricains. Et l'idée, c'était, ils sont venus me voir et on a réfléchi à comment faire quelque chose sur le festival de 66. Et là, donc on s'est dit comment faire pour parler d'un événement comme ça, plutôt d'un festival, donc plutôt de choses qui se passent dans la rue, etc. Et un des angles de Panafest, c'est de aussi resituer l'histoire de ce festival, donc de rassembler tout ce qui existe sur les festivals. Mais pour celui de 66, de resituer ce festival dans une histoire, dans une géopolitique mondiale, et notamment les enjeux Est-Ouest des années 60. Et donc on a longuement réfléchi à quoi faire. Et là aussi, le musée a accepté un truc que j'étais assez étonnée. On a passé 2 films. L'exposition, c'était que 2 films. Et c'était 2 points de vue sur le festival, et le point de vue américain et le point de vue russe. Donc on a passé un film de William Greaves sur le festival, donc, qui était un réalisateur africain-américain. Et là, c'était un film très personnel, très... comme ça, introspectif au départ, un film que j'aimais pas tellement au départ et qui est assez extraordinaire finalement, et un film russe, donc c'est un film en noir et blanc, et un film russe là qui est vraiment dans la veine du grand documentaire russe, soviétique des années 60, très, très beau aussi, mais dans un autre style. Et donc c'était confronter 2 regards sur l'Afrique, sur un festival, qui était un du point de vue américain, africain-américain, et un du point de vue russe. Donc toute l'exposition tournait autour de ça. Et là, c'était vraiment voilà, juste ça, quasiment, avec une petite vitrine d'archives qui est rassemblée par Panafest. Et mon prochain projet d'exposition, ce sera une exposition sur un chanteur qui s'appelle Paul Robson.
un chanteur qui est né en 1898 et mort en 1976, et qui était un chanteur activiste africain-américain, un grand chanteur d'opéra et aussi acteur, et qui a été un grand militant communiste pour à la fois la cause des Noirs aux États-Unis, mais aussi pour la cause des ouvriers, et qui était un grand militant panafricain, qui s'est battu qui était très proche de militants anglophones africains, comme Jomo Kenyatta ou Azikiwe. Donc, je voulais vous situer un petit peu tout ça pour vous expliquer un petit peu la manière dont je travaille au musée, la prise de parole que j'ai au musée, pour vous dire que ce qui me paraît important dans une institution comme le Quai Branly, c'est aussi de donner à voir la prise de parole. Voilà, moi, de mon côté, c'est plutôt les Africains, les Antillais, les Africains-Américains, une prise de parole sur leur situation de coloniser, de dominer, ou la manière sur une histoire culturelle post-indépendance, et de pas être d'essayer de ne pas être trop caricatural, de recontextualiser, mais un peu. En fait, souvent, là, je vois dans ce que disait ma collègue, etc., quand même le rôle d'un archiviste dans une institution. Voilà, là, je me remets dans la peau d'archiviste, où je travaille souvent avec des artistes qui utilisent les fonds dont j'ai la charge. C'est d'être un intermédiaire. Et quand je vois les photos qu'on peut voir, ou la manière dont parfois on caricature l'archive institutionnelle, je voudrais dire que nous, on est là justement pour pas que ce soit un objet qui soit utilisé n'importe comment. Quand on est archiviste, on constitue des instruments de recherche, c'est-à-dire on essaie de contextualiser au mieux, et pas que du point de vue du producteur. Il y a le producteur, mais aussi de le recontextualiser de manière historiographique. Il y a une grande bibliographie, un vrai instrument de recherche, c'est quelque chose qu'on peut exploiter, qui permet d'utiliser les fonds le plus intelligemment possible. Et je pense que des fois, il y a un peu des amalgames, je pense, sur la vision qu'on a de l'archive dans les institutions, en tout cas, où, par exemple, là, souvent, quand on montre des photos, par exemple, là, qui sont souvent réutilisées par des artistes. Par exemple, aujourd'hui, au musée, c'est des photos qui n'ont pas le statut d'archive, qui sont dans une base de données, qui sont des photos patrimoniales, qu'on essaie de recontextualiser également. Et voilà, nous, on est là comme intermédiaire pour ne pas faire n'importe quoi et faire dire n'importe quoi à l'archive. Ça, je reviens un petit peu sur mon statut d'archiviste. Mais vous prenez l'exemple de la photo, effectivement, c'est intéressant parce que c'est un objet entre deux qui peut être un document à un moment donné, qui peut être un outil même pour certains historiens ou certains archivistes qu'eux-mêmes ont produit pour garder et collectionner. En même temps, la photo, c'est un objet visuel qui peut avoir aussi d'autres statuts. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par faire n'importe quoi, mais effectivement, il y a cette idée de qu'est-ce qu'on peut tirer comme récit. Non, mais je ne voulais pas dire faire n'importe quoi, mais dans le sens où nous, on est là, en tout cas, pour donner le plus d'informations possible, et après, chacun en fait ce qu'il veut, il l'interprète comme il veut, il l'utilise, et lui fait dire ce qu'il veut, mais ce n'est pas des choses qui sont à l'abandon. C'est ça que je voulais juste... peut-être dans certaines institutions, mais si c'est à l'abandon, et parfois les archivistes sont un peu seuls avec beaucoup de choses, et c'est compliqué de faire avec. Mais en tout cas, l'archiviste qui met tout son cœur, et c'est ce qu'il met à disposition, il essaie de le contextualiser le plus possible pour les gens, pour pas qu'il y ait des... Voilà. Enfin, je pense que c'est important de le signaler, et les archives publiques sont des archives qui ne sont pas, qui sont accessibles à tous aussi. Parfois, les gens ont le sentiment qu'elles ne le sont pas. Si elles ne le sont pas, c'est aussi parce qu'il y a un manque de personnel. Parfois, dans les musées, certains conservateurs n'ont pas d'archives, mais qui ont des archives publiques, pensent que ce sont des archives qui ne peuvent pas être diffusées. Enfin, voilà, c'est aussi plein de malentendus parfois. Je voulais juste spécifier ça. Et voilà, et moi, au sein du Quai Branly, je suis plutôt... voilà, moi, l'idée, c'est que je fais des expos d'archives, d'histoire culturelle des pays qu'on est censé... qui sont censés intéresser le musée du Quai Branly, et des petites choses très précises. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est de constituer une sorte de... Et à mon avis, une histoire culturelle qui constitue en elle-même une archive. Par exemple, pour moi, Présence africaine,
c'est un outil, quand on lit tous les numéros, etc., c'est une archive en elle-même, et c'est aussi faire ressortir l'aspect archive de certaines choses qu'on ne considère pas comme des archives, pour parler de l'histoire d'un continent, du panafricanisme. Nancy Cunard, son objet, quand on le regarde, c'est aussi une forme d'archive qu'elle a constituée elle-même avec des collages. Pour moi, c'est un objet complètement objectiviste, voilà, des grands collages, parce qu'elle n'était pas universitaire, elle a un peu fait ça de manière très passionnelle. Mais ça constitue aussi une archive sur l'histoire de la prise de parole des intellectuels et des dominés, une prise de parole qu'on a tendance à oublier, je pense, parce qu'on ne va pas regarder ce type d'objet. Voilà. Et quand on parle de la période coloniale, je pense que c'est important de ne pas oublier cette prise de parole-là qui a été très importante. Il y a une presse militante africaine très radicale qui était diffusée à Marseille, dans les ports, avec des militants qui étaient là, qui existaient. Les gens ne se sont pas laissés faire. Et pour moi, c'est aussi ça que je veux raconter. Comment les gens ne se sont pas laissés faire à travers ce type d'objet. Voilà. Donc d'aller chercher des objets un peu oubliés. Exactement. Non pas forcément enfouis, mais oubliés simplement qu'on oublie comme, voilà, dans comme une source, histoire comme, plus, voilà. Plus générale et qui laisse de côté en fait des éléments plus périphériques ou voilà. pointus, comme vous disiez tout à l'heure. Et je pense que moi, je suis très contente d'avoir des petits espaces pour faire des petites choses très pointues et qui, petit à petit, si on les met les unes à côté des autres, vont constituer un corpus que les gens vont pouvoir exploiter et retrouver. Parce que si, par exemple, il y a un collectif de chercheurs qui travaille sur la violence de certaines typologies d'images coloniales, etc., certes, mais ces gens qui, comme que ce soit comme une exposition que Branly a montrée, qui s'appelle Exhibition, que vous avez peut-être vu, moi, que j'ai détesté, parce que je trouvais que c'était un petit peu malhonnête, quoi. On montrait qu'une partie des choses, toutes ces photos des années 30 très violentes. Alors là, évidemment, on est tous d'accord sur la violence symbolique des choses, mais il ne racontait pas que justement, il y avait plusieurs associations africaines à Paris qui sont allées tracter pour dénoncer cette exposition, qui sont allées négocier avec les gens qui étaient exhibés. Il y a tout, faut donner tous les éléments, je pense, quand on veut dénoncer quelque chose. Voilà. Donc je ne sais pas si ça a été très... Mais si, très bien, merci. Donc moi je vais inviter Martine Dorin à nous rejoindre pour un petit moment d'échange. Si vous avez des questions ou des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a un micro qui est, je crois, à votre disposition. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non? Oui, je ne sais pas, je ne vous vois pas tous, malgré avec la lumière. Alors, moi, je voudrais rebondir sur deux, trois petites choses qui ont été... sur deux, trois éléments comme ça qui ont été évoqués dans cet après-midi. Justement, c'est sur... Alors, je dirais la place de l'institution. Là, vous avez parlé justement de l'institution qui institue et qui finalement fabrique de l'archive. Tout à l'heure, Martine Dorin, vous parliez de ce fonds photographique qui justement a été sauvé par l'institution. Donc avec ce rapport parfois ambivalent de l'institution qui, quelquefois, d'un certain côté, écrit une forme d'histoire et... alors pas forcément une histoire dominante, mais enfin en tout cas qui a écrit une forme d'histoire, et en même temps l'institution qui peut, dans son entreprise de collecte, en fait permettre aussi à d'autres histoires d'être écrites, parce que ça collecte parfois à des visées assez larges, et on le voyait aussi tout à l'heure avec l'intervention de Nadine Siegert, c'est qu'on peut aussi... à partir d'un fond donné, on peut lui faire dire complètement autre chose. Donc, et c'est aussi parce que ça existe et que c'est accessible. Alors, est-ce que vous souhaitez prolonger cette question, justement, de ce rapport à l'institution, parce que l'une ou l'autre? Moi, j'ai pas de problème, en fait, avec l'institution. Je pense que les institutions, elles nous instituent. C'est un petit peu leur travail. Et que c'est à nous aussi d'aller y mettre les pieds, quoi. Enfin...
Il me semble qu'on a une responsabilité envers nos institutions, une responsabilité critique, une responsabilité politique. Et pour moi, c'est aussi très fissuré. C'est pas un bloc, l'institution. C'est jamais un bloc. C'est aussi quelque chose qui est en mouvement, qui est en critique. Allons-y, quoi. Allons-y. Moi qui suis dans une grosse institution, oui, je pense que faut trouver les brèches dans les institutions. Et par exemple, je pense qu'au Quai Branly, avec déjà moi les expositions que j'ai pu proposer, c'est des formes de brèches, hein, comme ça, c'est des discours qui sont pas vraiment celui du directeur de mon musée. Enfin, c'est pas ça qui va mettre en avant. Après, ça m'est égal. Hein, moi, c'est et je pense qu'à la médiathèque, en fait, on a réussi on a des lieux des espaces publics, on a l'occasion d'organiser des choses et des choses un peu parallèles au discours officiel d'une institution. Et c'est là, et je pense que les archivistes et les bibliothécaires dans ce type d'institution ont un rôle qui, quand ils jouent vraiment leur rôle, qui peut être intéressant en effet. Et vraiment, moi je travaille ça fait 10 ans que je suis au musée, je travaille depuis toujours avec des artistes qui interrogent nos collections. Et c'est vrai qu'ils sont parfois surpris de trouver quelqu'un comme moi. Après, bon, c'est parce que je m'y intéresse, que je mets à disposition toutes les choses et que je sais que c'est des fonds publics. Il ne faut jamais l'oublier, quand on est très service public, et ben c'est des fonds publics. Et la loi, c'est la loi. Et la loi, c'est de rendre accessible aux citoyens les collections publiques. Après, il y a quelques petites règles, mais et quand elle est suivie, en fait, ça fonctionne assez bien. Et après, les gens, ils peuvent faire. Voilà, moi, c'est un côté un peu légaliste, mais je pense que quand on le suit bien, c'est important de rappeler ça. Notre rôle et nos devoirs de fonctionnaires qui met à la disposition. C'est pareil aussi pour l'histoire des photographies. C'était très important pour moi, non pas de les conserver ou d'en faire quoi que ce soit, mais qu'elles finissent par appartenir à un fonds public, c'est-à-dire en gros à tout le monde. Qu'elles s'inscrivent après les lectures, je crois qu'il y a eu une exposition, il y a eu des articles, il y a eu des choses. Mais très bien, ça a une vie publique qui me semble essentielle pour ces images-là. Voilà, à nous de. Enfin, moi, je suis très service public, bien qu'en n'étant pas fonctionnaire. Je trouve ça fabuleux. On a une chance inouïe d'avoir des outils de pensée, des outils critiques. À nous d'être critiques avec nos institutions, puis à nous de les faire vivre aussi. Hein. Ce musée-ci, par exemple, le MUSEM sans faire de l'ARTAP, je trouve que c'est quand même un musée dans lequel on peut travailler. Nous qui sommes artistes vivant à Marseille ou artistes vivant de l'autre côté, c'est un outil dans lequel on est accueilli. Enfin, l'institution peut aussi nous accueillir. Après, comme on est accueilli, on se doit d'être critique avec elle. Il me semble que ça va avec, je pense. Oui, évidemment. Et justement, il y a eu un texte fameux de Hal Foster qui date de 2004, je crois, qui s'appelait le Archival Impulse, donc l'impulsion archivistique, si on peut traduire ça comme ça en français, où c'est un moment où il signale des choses qui existaient bien avant, où il signale une espèce d'engouement comme ça pour les artistes de s'emparer justement d'archives ou de constituer eux-mêmes des fonds d'archives, comme vous, d'une certaine façon, vous constituez des fonds d'archives, de retravailler sur des fonds existants, comme des fonds qui peuvent être déjà présents dans des institutions, soit muséales ou des lieux de conservation, comme des archives départementales, nationales, ou des archives spécifiques. Donc ce rapport-là à l'archive, justement, sur la question du récit, et c'est sur comment par exemple, vous, Sarah Friot-Salgas, quand vous travaillez sur ce récit avec le fonds que vous avez au musée du Quai Branly, est-ce que dans une exposition comme celle-ci, à un moment donné, est-ce qu'il vous est arrivé de solliciter des artistes pour pouvoir avoir un regard particulier, ou est-ce que vous avez eu des retours, des échanges, que vous disiez tout à l'heure, vous avez travaillé avec des artistes justement, parce que la question du récit est importante depuis quelques décennies, hein, donc on sait bien à la fin des grands récits, etc. Donc il y a d'autres choses comme ça qui émergent, d'autres types des récits qui émergent, des histoires alternatives, même si le mot est ambigu maintenant. En tout cas, c'est comme ça que ça a été nommé par rapport à des histoires dominantes. Est-ce que vous avez travaillé, et est-ce que c'est une dimension importante dans votre travail ?
justement, suite à Présence africaine, j'ai travaillé beaucoup avec une artiste qui a eu un 1% aussi. J'étais plutôt... qui s'appelle Florence Lazare, peut-être que vous connaissez son travail. Qui fait des photos et des films. Qui fait des photos et des films et qui avait fait un travail à partir d'une revue qui s'appelait Partisan, donc qui s'intéressait aussi à l'objet revu. Et quelqu'un m'a mis en contact avec elle, elle est venue me voir, on a beaucoup discuté. Elle avait eu un 1% pour un collège Aimé Césaire dans le 18e. Donc on a longuement discuté de plein de choses comme ça, de ce qu'elle pouvait... Et donc moi je lui ai parlé donc aussi de ma passion comme elle pour les revues, pour tout ce corpus qui avait précédé. Elle s'intéressait à Présence africaine, et moi j'avais parlé du corpus qui avait précédé Présence, ou qui accompagnait toutes les publications. Et elle a fait tout un travail photographique avec les enfants de ce collège qui tenaient en main comme ça ces revues, on voyait juste leurs mains. C'était très beau sur le poids de cette histoire-là, vraiment d'une histoire longue. De publications, de choses, que ce soit la revue du Monde Noir de Paulette Nardal, de Légitime Défense, de Surréaliste, il y a eu un seul numéro mais très important, de Surréaliste antillenne dans les années 30 à Paris, comme ça elle avait fait tout ce travail. Et ça a été le fruit de discussions. Moi je lui ai donné tout le travail de recherche que j'avais fait sur ces revues-là, des textes que j'avais pu écrire, et après elle a fait tout un travail, donc ces échanges... Mais il se trouve que sur les expositions que j'ai faites, moi, en général, ce ne sont pas des archives du Quai Branly. Ah oui, d'accord. Donc vous allez chercher ailleurs. Non, pour Présence africaine, c'est Présence africaine. Et des ouvrages, des ouvrages à moi, et 1 ou 2 bouquins du Quai Branly. Pour Nancy Cunard, l'objet partie du Quai Branly, il y avait quelques photos, mais sinon, c'est un peu particulier. À la fois, ils acceptent que je fasse des expositions un peu étranges sans nos collections. Donc c'est un peu... D'accord. Et peut-être qu'il va donner après lieu à un enrichissement des collections à partir de ce que vous fabriquez. Eh ben oui, par exemple. C'est ça aussi, réactif des archives, c'est produire aussi. Tout à fait. On parlait de Uli Bayer tout à l'heure. Il a été aussi le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait Black Orpheus. À l'occasion de l'Expo Présent, j'ai fait acheter toute la collection Black Orpheus, le numéro de Légitime Défense. On a réactivé, alors là aussi, j'avais pu le présenter, là c'est aussi un peu un hasard, on a un manuscrit d'Aimé Césaire qui était inédit, qui est arrivé par hasard dans nos fonds, une des premières versions du discours sur le colonialisme. Et oui, il y a à chaque fois réactivation de choses tout à fait, d'acquisition et de choses qui reprennent, et notamment pour le festival de 66, on a ressorti des fonds qui n'existaient plus. Comment la monstration d'archives produit un geste d'archivage. Tout à fait. Donc, des questions? Non. Écoutez, je crois que l'heure est bien avancée, et je crois que Martine Dorin, vous êtes attendue pour un petit filage pour le spectacle de tout à l'heure qu'on a évoqué, donc qui est à 20h30. Je vous remercie d'être restés là, et je vous souhaite une bonne projection, et merci encore à toutes les deux, et merci à Nadine Siegert de nous avoir envoyé ce document in extremis suite à cet avion non pris, et merci au MUSEM pour cet accueil, et merci à Samar Kedi, donc, qui était à l'initiative de cette rencontre cet après-midi. Merci.